que l'enseignant, il cherche, il soigne, il enseigne, et même Sima il a dit qu'il devrait gagner en plus beaucoup d'argent. D'accord? Donc ça, mais dans la vraie discussion, comment former des jeunes, il faut encourager les jeunes internes résidents, d'accord, à s'imprégner de la recherche. Et c'est fondamental, et je pense que les différentes facultés devraient assurer des formations de base pour les étudiants de 6e année, pour les interrésidents, en matière de recherche bibliographique, de rédaction médicale, disons, comment analyser un article, etc. Et je pense que parfois on oublie les jeunes. Il faut qu'on initie les jeunes à la recherche depuis leur jeune âge. Et c'est très important. Il faut qu'on ait une politique de recherche depuis le jeune âge pour nos... Concernant les PC, je donne l'exemple de la néphrologie parce que moi, il y a depuis 2 ou 3 ans, je parle sur le DPC. À chaque fois que j'ai une formation, je parle de DPC. Mais en fait, par exemple, si on prend la Société française de néphrologie, ils sont restés sur FMC parce que DPC, c'est évaluation des pratiques professionnelles, c'est lourd. C'est pas évident. D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu peux nous dire sur l'évaluation des pratiques professionnelles. C'est pas évident et c'est coûteux. C'est beaucoup plus que la formation médicale. C'est vrai que c'est le plus important, c'est logique, mais c'est lourd. Hein. Il y a beaucoup de sociétés qui se sont pas investies dans l'évaluation professionnelle. Donc nous, est-ce qu'on va parler de FMC ou de DPC? Non, c'est pas la même chose. Hein. Je suis désolée, Madame Ismaël va répondre, mais il y a une différence entre les deux. La recherche pour justement résoudre un certain nombre de problématiques au sein d'un pays. Et là, vous avez un petit peu axé votre discussion par rapport à l'intelligence artificielle. Et là, je pose la question, est-ce que vous ne pensez pas plutôt que la recherche, je veux dire en tout cas pour le Maroc, pour des aspects qui sont un peu plus prioritaires, des études épidémiologiques, peuvent être beaucoup plus porter un intérêt pour le pays que l'intelligence artificielle, à moins que je n'ai pas beaucoup de recul par rapport à l'intérêt de l'intelligence artificielle. Merci. Je suis une étudiante à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat et je suis la présidente du club de débat de la faculté Great Debaters FMC. Je veux juste rejoindre l'intervention du professeur qui vient de passer tout de suite, tout à l'heure, à propos que la recherche n'est pas limitée aux professeurs et internes et résidents, mais plutôt aussi aux étudiants. Je remercie Monsieur le doyen, Monsieur Ednaoui, par le biais de la comité pédagogique de notre faculté qui nous a permis de créer des événements comme celui qu'on a fait hier, la Nuit des médecins, qui a pris sa 2e édition, où on traite des sujets qui nous permettent de sortir avec des recommandations. Mais malheureusement, quand on veut publier nos recherches et notre étude, tous les comités refusent de les publier par juste le biais qu'on n'a pas le titre de doctorant ou de médecin ou de professeur. Je veux savoir pourquoi les étudiants de médecine n'ont pas le droit de publier leurs recherches au sein, soit par la faculté ou autre. Merci. De congrès qui se passe chaque année, par exemple, dans notre pays, dans tous les domaines, dans toutes les spécialités, ça ne pas, il y a les stars, il y a les revues bibliographiques, il y a un tas de choses. Mais, ces dernières années, avec les transitions qui se sont apparues, transition démographique, transition technologique, et donc l'apparition d'un certain nombre de maladies, surtout les maladies non transmissibles, s'est posé le problème d'abord de la qualité dans les soins. C'est posé le problème de la maîtrise des risques dans les soins. Parce qu'on a affaire à des populations de plus en plus âgées. Et donc, il faut que le médecin soit performant. Il ne peut être performant que par sa formation médicale continue. Mais vous n'avez aucune façon de quantifier sa performance.
Et de là est arrivée l'évaluation des pratiques. Madame qui a évolué, l'évaluation des pratiques. Et cette évaluation des pratiques va juger d'abord sa performance dans le domaine médical, dans le domaine de l'économie de santé, et aussi est-ce qu'il s'inscrit dans la politique du gouvernement. Donc il y a un tas de défis que le médecin est appelé donc à satisfaire, et pour cela, il faut donc formaliser ça et inventer donc des moyens, des outils, et c'est comme ça que sont apparus chez par exemple les Américains et le professeur Wardey, ex-ministre de la Santé à l'époque ce matin, c'est les années pratiquement 70, la France un peu plus tard, les pays nordiques peut-être un peu aussi avant. Donc, faire continuer à parler de formation médicale continue, ça ne doit pas se faire. On doit s'attacher au développement professionnel continu parce que les médecins devront être évalués. Et bien sûr, il y a un retard. Bon, il y a le texte qui vient de sortir qui rend obligatoire cette formation médicale continue. Malheureusement, il est arrivé en retard. Il faut rattraper, il faut le modifier, il faut l'amender et parler du développement professionnel continu. Et ce qu'a fait Madame Smaili comme projection, c'est extraordinaire. Du coup, le travail est fait. Ce qu'il faut maintenant se précipiter d'exécuter, c'est ce texte qu'il faut amender ou qu'il faut modifier, donc pour le mettre à jour, mais à jour avec le développement professionnel continu. Merci. Alors, moi je pense qu'il y a un problème majeur dans l'encadrement en fait, des thèses thématiques, c'est la possibilité d'avoir jusqu'à parfois 20 étudiants en thèse. Je ne sais pas quelle est la règle exacte, mais moi je connais des profs qui ont 20 étudiants en thèse. Oui, mais elle n'est pas respectée. Mais je connais qui savent détourner le problème, ils ont 20 étudiants. Et je me demande comment on peut amener un étudiant jusqu'au bout quand on en a 20. Moi, je crois qu'il faut être très strict sur l'encadrement. En France, on n'a pas le droit de prendre plus, en particulier dans notre école doctorale à Bordeaux, on a le droit de prendre un étudiant à 100% et un en co-tutelle, c'est-à-dire 50%. Et on ne peut prendre un autre étudiant que quand celui qui est à 100% atteint la 3e année. Et là, il n'y a plus de dérapage, on a pratiquement 99% d'étudiants qui atteignent la fin de la thèse. Donc 6%, c'est très grave. Surtout qu'on sait que la recherche avance avec les étudiants en thèse. J'ai eu la chance d'interagir avec plusieurs étudiants dans différents pays. J'ai vu des étudiants de l'Éthiopie, Soudan, Yémen, Syrie, des pays qui sont moins développés que le Maroc, avec des articles et des publications scientifiques. Des étudiants 2e année, 3e année, 4e année. Moi, en tant qu'étudiant 6e année, j'ai 0 publication. Ça m'a vraiment touché au corps. Combien d'étudiants nous avons aujourd'hui qui ont leur thèse, par exemple, publiée en tant qu'article scientifique? Il y a un problème, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et déjà, je vous remercie pour avoir soulevé cette thématique. Ce que j'ai comme recommandation, et je rejoins monsieur le professeur sur l'importance d'inclure la culture de la recherche scientifique pour l'étudiant en médecine et dans l'éducation médicale. Premièrement, il faut inclure des cours théoriques et pratiques pour les étudiants en médecine sur la recherche médicale, c'est surtout la pratique, avoir des travaux pratiques, des travaux sur la recherche. Deuxièmement, c'est l'anglais. Il faut vraiment montrer aux étudiants et leur encourager de s'impliquer dans l'anglais parce que c'est la langue scientifique et c'est la langue de l'avenir. La troisième recommandation, c'est d'ouvrir la porte aux étudiants, de s'ouvrir au monde. Par exemple, dans la fédération, on envoie 300 étudiants par an pour faire des stages de recherche dans différents pays. On reçoit 300 étudiants. Il faut encourager les étudiants à partir au congrès scientifique, à découvrir les autres et faire des choses avec des autres étudiants pour savoir, pour pouvoir plus s'impliquer. Et quatrième point, c'est donner de la valeur à la recherche scientifique.
on peut faire des compétitions de recherche, mais meilleurs articles, des conférences scientifiques pour encourager les étudiants à la recherche. Ces 4 recommandations, c'est un peu pour encourager la culture de recherche chez les étudiants. Et je tiens à vous remercier. J'espère vraiment avoir des sorties et des recommandations après ce congrès. Et je vous remercie encore. Très bien. Je vais donner la parole au panel, mais pour ici compléter un peu ce qu'a dit sur la formation médicale, c'est vrai que cette formation existe, il faudra l'organiser et les moyens financiers existent. Seulement, les moyens financiers existent, mais il faudra aussi, ça chauffe. Il faudra aussi l'organiser parce qu'il y a des moyens financiers énormes qui vont dans des hôtels 5 étoiles. Pourquoi pas la formation médicale dans les facultés de médecine. Ça, je crois que c'est un point important à citer. J'ai noté une incitation, vous avez dit. Moi, je parle aussi incitation, mais aussi sanction. Par exemple, si on n'a pas les points nécessaires, la non-inscription, le renouvellement de l'inscription au niveau du tableau d'ordre, par exemple, ou une diminution de la fiscalité ou autre, on réfléchira sur le meilleur moyen pour inciter le médecin à se former et de donner les meilleurs choix à ses patients. Concernant la recherche, eh ben, avant, le service clinique n'était pas considéré comme un laboratoire. Et tous les projets que nous avons passent à l'université et ont été refusés parce que, par exemple, dans cette étude, il y a un appareil à acheter et il nous demande obligatoirement de le porter au niveau de la faculté de médecine. Est-ce qu'au niveau de la faculté de médecine, ce n'est pas un endroit de traitement de patients ou de faire des explorations? Et ça pose énormément de problèmes. Je pense qu'actuellement, ce problème est résolu au niveau du gouvernement. Je donne la parole maintenant au panel pour répondre aux différentes questions que vous avez pu poser. Merci. Alors, je crois qu'il y a plusieurs interventions à propos du DPC. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas un parti pris de ma part, mais je restais conforme aux lois en vigueur qui ne parlent que de FMC. Donc après, c'est un choix stratégique. Si la communauté médicale avec les autorités compétentes veulent aller dans le sens de la DPC, amen, on fait un lobbying, on change les textes, etc. Mais avons-nous les moyens de vraiment évaluer et de vraiment contrôler? Parce que je pense que le législateur, ce n'est pas un oubli de sa part de parler de DPC. Je ne pense pas que ceux qui ont travaillé sur les textes n'étaient pas au courant de ce qui se passait à l'IA. Je pense que c'était un souci de pouvoir exécuter et de pouvoir appliquer nos textes de loi qui sont déjà très peu appliqués. Donc je pense que c'est un choix. Merci. C'est un choix. Si on veut aller dans le sens du DPC, il n'y a pas de souci. C'est juste une volonté de la communauté médicale et convaincre les législateurs et puis on change les textes. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas vraiment le problème DPC ou FMC. Le vrai problème sur lequel j'ai insisté, c'est l'institutionnalisation de la chose. Parce que nous sommes tous des acteurs de la FMC, mais chacun est acteur dans son petit côté. Là, institutionnaliser, c'est harmoniser. Il y a des fois où dans la même journée, le même thème est traité 10 fois sur un périmètre de 100 km, 120 km. Ce n'est pas normal. La cible est la même, c'est le médecin marocain. Donc il faut harmoniser. En harmonisant, en institutionnalisant la chose, on fera des économies. Ces économies-là peuvent être injectées dans d'autres choses, dans ce financement de la FMC. Donc en fait, on est là, c'est comme quand on parle de gouvernance et d'économie, il n'y a ni petite économie, ni modeste gouvernance. Soit on est dans la gouvernance et dans l'organisation des choses, soit on n'est pas. Et donc dans le système de gouvernance, si on veut l'appliquer dans ce chapitre que j'ai eu le plaisir de partager avec vous, qui est la FMC, il faut organiser, il faut se plier aux lois, etc. Maintenant, pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une balance? On ne peut pas sanctionner tant qu'on n'a pas mis tous les moyens nécessaires à disposition de ceux qu'on veut sanctionner.
Il y a quelqu'un qui est dans le secteur privé, qui a un petit cabinet, il n'a pas les moyens, il est peu visité par l'industrie pharmaceutique, il n'a pas de prise en charge. Je vais le sanctionner parce qu'il n'a pas été à Barcelone pour un congrès. Je ne peux pas. Donc il faut rester logique. C'est là où la réflexion doit être profonde, c'est là où il faut trouver les outils et le financement majoritairement étatique, majoritairement par d'autres organismes en dehors de l'industrie pharmaceutique, et on peut trouver de l'argent. Donc, moi je suis persuadée que si il y a une volonté politique, il y a un trouver de l'argent. Je vous ai cité quelques exemples, et on peut financer la FMC. Donc là, après, comme j'ai dit, c'est un choix. On veut aller dans le sens DPC-AMEL, il faudra faire un lobbying, etc. Mais déjà, il faudra qu'on se mette d'accord sur un système d'accréditation et un système d'évaluation, et le qui fait quoi. Dans les quelques réunions qu'on a eues entre Conseil national, par exemple, et nos amis, nos collègues du ministère, on est tous des médecins, et ben, il y avait on a pris énormément de temps à discuter, donc qui chapeaute qui, par exemple. Parce que les lois ne sont pas très claires. Il y a le rôle clair de l'ordre des médecins, mais il y a le ministère qui dit non, moi sur mes agents et les agents, les acteurs de santé publique, c'est moi. Oui, mais il faut homogénéiser les textes. Si je donne une indemnité à un secteur, il faut motiver l'autre aussi par quelque chose, pour une équité des chances, pour l'égalité. C'est ça en fait ce qu'on veut. Si on veut un système équilibré, eh ben, on ne peut pas le morceler, il faut le travailler de manière transversale. Et donc c'était ça un petit peu l'appel, et que les idées sont là, mais il faudra qu'on se mette d'accord sur un schéma, sur un modèle, à initier, et on est bien sûr rien n'est parfait dans un premier temps, on peut le perfectionner au fur et à mesure du temps, et peut-être à terme arriver à cette agence ou institut, ou ce que vous voulez, on peut l'appeler comme on veut, sachant que, donc du moment où on parle d'agence, pourquoi on n'a pas milité pour ça d'emblée? Parce que dès qu'on parle agence, on parle locaux, moyens financiers, ressources humaines, et donc encore plus d'argent. Si on a cet argent au niveau de l'État, je préfère, dans un premier temps, qu'il soit injecté dans le financement de la FMC, le temps qu'elle se mette en marche, et puis après on verra. Donc en fait, on est juste dans une réflexion de gouvernance, tout le monde fait bien, il y a des gens qui font d'excellentes formations, on est nous-mêmes enseignants, on est partout dans la FMC, on est invité par toutes les associations et on répond présent, et on voit les efforts, et on voit le niveau qui grimpe, et qui est très très félicité par nos confrères étrangers. Mais il n'y a pas d'harmonie. Il faut harmoniser, et on ne peut pas harmoniser en dehors des textes. Il n'y a pas moyen. On peut être là 100 personnes et chacun fera dans son petit coin. S'il n'y a pas des textes, juste pour la recherche, si vous permettez, ce n'est pas une question, mais c'est une réflexion. Tout le monde a parlé de la motivation. Pour les jeunes, il y a deux motivations. Il y a la valorisation morale. La valorisation morale, c'est d'abord quand on a un exemple devant soi. On apprend tous par mimétisme, que ce soit un bébé avec les parents, un enfant avec les parents, ou un étudiant avec ses enseignants. On apprend par mimétisme, et on a besoin tous de modèles. Et on cherche à atteindre ce modèle. Quand l'image de ce modèle est ternie, quand on favorise une chanteuse, avec tous mes respects pour les arts que j'adore, et qu'on ne parle jamais d'un scientifique qui a publié un article dans Lancet ou dans Nature, et quelqu'un qui a fait un brevet d'invention, on n'entend jamais parler, eh bien je ne peux pas motiver mes troupes. Je suis désolée. Et puis il y a une autre motivation qui était très importante pour nous. Nous, on a fait l'internat parce qu'on savait et on voulait devenir des enseignants. Là, on a formé la porte, il y a très peu de postes. Donc quand j'oblige moi mes résidents à publier, ils me mettent les 3 obligatoires ou les 6 obligatoires en fonction de leur niveau, et ça fait. Pour mon épreuve de titre, ça fait. Donc il n'y a pas, parce qu'ils savent très bien que ils ne se projettent pas dans l'enseignement, ils ne se projettent pas dans la recherche. Donc merci de motiver les troupes, mais comment? Il y a deux choses, valeur argent et valeur symbolique dans la société que les chercheurs aujourd'hui n'ont pas du tout. Donc il y a urgence dans cette formation continue. On prend la dernière question, c'est Bélo. Non, ce n'est pas une question, mais c'est pour dire que vraiment j'étais agréablement surpris par l'intervention des étudiants au niveau de cette assemblée. Et je les félicite. C'est la même promotion dans cette faculté, on n'avait pas tout ça. Moi, je crois qu'il ne faut pas être frustré, il faut continuer. Et je crois que si vous n'avez pas la possibilité de publier ailleurs, moi je pense qu'il y a des idées pour créer un bulletin de la faculté. Le doyen, je crois, pourra. Et on a très bien, mais je pense que dans ce bulletin,
avec l'aide des enseignants, ils seront heureux de vous encadrer et de publier, de créer même des prix de meilleures publications. Je pense que c'est faisable. On commence par ça, et puis on monte un petit peu crescendo au moment où vous serez connu. Et bien entendu, vous aurez la possibilité de publier ailleurs. Mais je pense que je vous félicite et bravo pour vos interventions. Monsieur Adib. Merci. Je vais juste parler de quelque chose qui n'a pas été vraiment soulevé. Parce que pour faire tout ça à tout niveau, il faudra avoir la situation. Et on est en train de suivre ensemble un groupe qui parle du projet Regard, notamment sur ce qui est dans l'épidémiologie du secteur privé, parce que le ministère de la Santé, le ministère du tutelle, s'intéresse beaucoup plus à la santé publique. Il a des datas de la santé publique, mais il n'a pas vraiment de datas de ce qui se passe en privé. Et on a depuis tout à l'heure des problématiques de gouvernance. Je pense qu'il y avait un projet par des partis politiques, ça a été soulevé par les différents ministres, d'un équivalent de la NHS ou de la HAS, une autre autorité à la santé, multisectorielle, multi-indépendante, autonome, apolitique, académique, qui va établir les guidelines. Et c'est elle qui va réguler la gouvernance, et après les agences vont venir après. Ces agences de formation continue ou quoi que ce soit, mais cette haute autorité indépendante et dans la réflexion, elle est très très importante et devient très urgente pour notre pays. Alors c'est, je pense, un futur docteur, donc il doit quand même venir 2 ans avant pour préparer donc, sa thèse. Pour certains, il exige ça. Donc si on exige ça, donc bien sûr, on va publier son livre en premier. Donc certains services, dans certains facultés, font ça. Donc, une fois que vous avez l'idée, c'est ça, le moteur de la recherche, c'est l'idée. La matière grise, elle est là. On a beaucoup de potentialités, donc on doit vous encourager pour arriver, pour publier. Et il y a donc plusieurs chercheurs. Il y a un lauréat de la faculté de médecine de Marchik, qui est le premier qui est maintenant un haut responsable au Canada, qui est un directeur d'un laboratoire de recherche. Donc il a changé de la médecine à la recherche. Deuxième réponse, s'il n'y a pas de convergence entre donc, la politique nationale, je parle de politique, s'il n'y a pas de convergence entre le ministre de la Santé et le ministre de l'Enseignement en matière de recherche, dans le domaine médical, on ne va pas arriver à temps et au bout. On va rester toujours là qui est Deuxième réponse, c'est que si on n'a pas une politique de recherche à long terme,